Bien, nous allons nous intéresser à un exercice un petit peu technique. Donc, on va considérer une zone de fluide. Donc, le fluide est supposé visqueux avec une viscosité état, et par contre, il est supposé incompressible. Disons que ρ ne changera pas ni dans le temps ni dans l'espace. Et en fait, le fluide va occuper tout le demi-espace Z positif. Donc, en fait, le fluide occupe tout le demi-espace Z positif. Et il y a une plaque située en Z égale 0, donc ici nous avons Z égale 0, et la plaque va osciller à une certaine fréquence ou pulsation oméga, avec une certaine amplitude V0, donc la plaque effectue des mouvements d'oscillation, et la question c'est de se poser la question, vu que le fluide est visqueux, donc il va en fait frotter sur la plaque, et donc le mouvement de la plaque va se répercuter dans le fluide. Donc la question c'est sur quelle profondeur du fluide ce mouvement va se répercuter et puis dans quelle amplitude va-t-il se répercuter. Alors pour cela on va considérer un modèle assez simple. On va supposer en fait que si la plaque oscille sur UX, il semble assez naturel d'envisager que le fluide va lui aussi osciller sur UX. Il y a également une invariance selon Y assez évidente du problème, donc on ne prendra pas Y comme dépendance spatiale pour le champ de vitesse. Ensuite, on pourrait mettre X, mais cependant, si on prend une vitesse selon X, vu que le fluide est incompressible, nous aurons divergence V qui doit faire, donc ici, qui fera d rang Vx sur d rang X et qui fait 0 si le fluide est incompressible. Et donc, en conséquence, Vx ne peut pas dépendre de X. Donc, par invariance, donc selon Y, Vx ne dépend pas de Y. Vx ne dépend pas de X du fait de l'incompressibilité. Et il reste a priori une dépendance en Z et en T. Voilà. Et enfin, on prend un champ de vitesse de type laminaire, parce qu'on va supposer un fluide suffisamment visqueux, d'accord, pour avoir un écoulement de type laminaire. Voilà. Alors l'idée c'est, vu que le champ de vitesse peut varier dans l'espace et dans le temps, c'est de trouver une équation aux dérivées partielles qui va piloter l'évolution de Vx fonction de Z et de T. Donc, a priori, l'idée maîtresse ici, on veut une équation sur la vitesse, il y a des forces de viscosité qui s'exercent, il faut penser force, quantité de mouvement, vitesse, donc a priori, un bilan quantité de mouvement au sein du fluide. Donc, je vais considérer une tranche quelconque de fluide, donc je vais isoler une zone de fluide ici, et on va essayer de faire un bilan de quantité de mouvement pour un système de fluide. Alors le plus simple, c'est bien sûr de refaire un schéma de la situation. Donc bien comprendre que le premier schéma, c'est le système à l'instant T, et le second schéma, c'est le même système à l'instant T. Il faut bien faire attention de choisir un système qui sera un système fermé. D'accord, ça c'est fondamental. Et faire aussi, donc bien définir son système, bien le représenter, et il doit être fermé avant de lancer les calculs. Donc mon système est constitué, par exemple, mon système en T, je vais réécrire ici, mon système en T est constitué de la partie qui est dans sigma, donc la partie commune, d'accord, ce qu'on appelle la surface de contrôle, donc tout ce qui se situe dans sigma, plus, à l'instant T, la zone que j'appelle petit e, c'est-à-dire le fluide qui s'apprête à rentrer dans sigma pendant dt. D'accord? Donc mon système, c'est bien à l'instant T la réunion de la partie qui est en bleu et de la partie qui est en vert, que j'appelle entrée. Voilà. Alors, en fait, sur les dimensions sur X et Y, on peut prendre... Alors, bien sûr, il y a une profondeur que j'ai vaguement évoquée, mais sur la dépendance selon, X et Y, les longueurs ont peu d'importance, car vu que le champ de vitesse ne dépend ni de X ni de Y, on peut prendre des longueurs assez arbitraires selon X et Y, que j'appelle LX et LY. Par contre, le champ de vitesse dépendant de Z, il vous faut une seule vitesse, donc il faut bien considérer en fait une tranche qui est située entre Z et Z plus dz. Mon système à l'instant T plus dt, ce sera le fluide qui sera situé toujours dans la zone de contrôle, mais pendant que le fluide en vert rentre dans la zone, forcément il y a du fluide à droite qui est en train de sortir, et donc il faudra bien penser à rajouter ce système-là. Mais disons, l'ensemble des molécules qui sont dans la partie verte et bleue au départ se situent à la fin, dans la partie
bleu et rouge à la fin. C'est bien les mêmes particules en totalité qui sont réparties différemment. Et ça, c'est bien un système fermé. Donc je vais appliquer finalement un bilan de quantité de mouvement qui me dit que la variation de quantité de mouvement de mon système pendant une durée dt, eh bien c'est les forces qui s'appliquent sur le système. Alors si on reprend l'énoncé de l'exercice, on va supposer que la pression P, on va supposer que la pression P est uniforme dans le système. On va négliger en particulier les phénomènes liés à la pesanteur. Donc on va prendre une pression P uniforme dans le système. Et si on suppose une pression uniforme dans le système, bien en fait il n'y aura pas d'effet des forces de pression. Donc les seules forces qui nous resteront à considérer pour cette tranche de fluide, ce seront les forces de viscosité qui vont s'appliquer sur en fait la surface supérieure et sur la surface inférieure. Voilà. Alors, il y a deux calculs à faire. D'une part, il faut déterminer d de P, et d'autre part, il faut déterminer F de viscosité sur le système. On va commencer par d de P. Alors attention, le calcul est assez technique ici, il est vraiment pas facile parce que on a un système qui varie dans le temps, donc on n'est pas en régime permanent ou stationnaire, d'accord? Donc on ne pourra pas supprimer la partie centrale. Donc il faut vraiment faire très attention, c'est vraiment pas simple comme exercice. Alors on va commencer par d de P, donc là je dis simplement que d de P par définition c'est la quantité de mouvement à la fin, c'est-à-dire la quantité de mouvement de tout le dispositif qui est là, hein. P en T plus dt c'est la quantité de mouvement de tout ça, d'accord? Ça sera quantité de mouvement en T plus dt, c'est-à-dire à la fin. Et ce que j'appelle P en T, c'est la quantité de mouvement ici, P en T, qui est ici. Alors, je vais décomposer en deux parties. La quantité de mouvement à la fin, eh bien, c'est la quantité de mouvement en sortie, donc la partie rouge. Donc j'aurai d'une part cette partie rouge qui est ici, donc le delta P sortie correspond à la partie de la quantité de mouvement qui sort, auquel j'ajoute, d'accord, la quantité de mouvement P sigma en T plus dt qui correspond à cette zone-là. Donc la quantité de mouvement de la zone commune à l'instant final. Et P en T, ça représente eh bien, deux choses. C'est la quantité de mouvement de toute cette chose-là. Donc la quantité de mouvement de du dispositif qui s'apprête à rentrer, d'accord. Donc ça c'est le delta P entrée, auquel j'ajoute eh bien, la quantité de mouvement de la zone commune, mais à l'instant de départ. Voilà. Maintenant, je réorganise les termes. J'obtiens pour l'instant un résultat très classique qui est la différence entrée-sortie. Donc j'ai d'une part la différence entrée-sortie, ça c'est le terme classique, mais attention, on est ici en régime variable. Donc vu que le régime n'est pas stationnaire, eh bien vous ne pouvez pas simplifier la partie centrale. C'est toute la subtilité. Donc on a deux parties de termes à calculer. Je vais commencer par la partie, disons, delta PS moins delta PE, puis j'enchaînerai ensuite par la suite. Alors, pour calculer delta PS moins delta PE, j'insiste bien que delta PS, c'est donc, delta PS rapidement, c'est bien cette chose-là. Donc ça c'est delta P sortie, et ici, le delta P entrée. Alors par exemple, si je regarde pour delta PS, eh bien, en fait, bon, j'aurai un volume, d'accord? Ce delta PS, ça va être la petite masse en rouge fois la vitesse en sortie. Et cette petite masse en rouge, eh bien, forcément, le fluide ici, bon, c'est ce qui sort. Donc, on pourrait dire que ceci, ça va être la vitesse en x à l'altitude z à l'instant final. D'accord? Donc, c'est ce qui va sortir à la fin. Donc, ça sort avec cette vitesse. Et donc, vous voyez, cette longueur-là que j'ai représentée ici, eh bien, c'est la vitesse fois la petite intervalle de temps. OK? Et c'est comme ça que je vais pouvoir déterminer le delta M. Et pareil pour ce que j'appelle VS, c'est bien également, c'est la vitesse en sortie à la fin, donc c'est aussi Vx en t plus dt ux. Voilà. Donc si je reprends maintenant en dessous, hein, mais c'est ce que j'ai écrit là, vous voyez, ce delta PS, c'est le delta ms Vs. Alors, ce delta ms qui est ici, quand je vais reprendre ici, ce delta ms, c'est en fait toute cette chose-là. En effet, je prends la masse volumique et je multiplie par le volume de l'élément rouge. Donc le volume de l'élément rouge, il y a une hauteur dz qui est ici.
il y a une profondeur Ly qu'on voit ici, et il y a cette longueur qu'on a définie Vx en Z, T plus dt, dt, d'accord, fois la masse volumique, voilà, et donc c'est ainsi que j'obtiens le delta ms de sortie, d'accord, la masse volumique fois le petit volume en sortie, et je multiplie par Vs, et Vs c'est la vitesse en sortie à la fin, donc c'est ce terme-là. Je fais pareil pour VE. VE, c'est la même chose, c'est le même principe, pardon, mais au départ. Donc, il faut écrire ceci avec les grandeurs d'entrée. D'accord? Donc, la vitesse au début, à l'instant T. Et donc, on aura quelque chose comme ceci, d'accord? Le système qui rentre, donc on peut écrire ça comme ceci, d'accord? Vx en Z et en T, Vx en Z et en T. Voilà. Et donc, maintenant, si je regroupe les termes, je vois qu'ici, je fais apparaître du Vx carré, et là, je fais apparaître Vx carré, mais à la fin. Hein. Là, j'ai Vx carré en T plus dt, en T plus dt. Là, j'ai Vx en T et en T. Donc, en fait, je fais apparaître du Vx carré à la fin, moins Vx carré au début, temporellement. Tout le reste se factorise. Si vous regardez, bon, en fait, il y aura ρ, ds, ly qui va se factoriser. Et simplement, on a la vitesse à la fin ou la vitesse au début. Donc on a ceci, et alors ce terme-là, vous voyez, le terme qui apparaît ici, eh bien en fait c'est la fonction Vx qui a été au carré, qui est évaluée à la fin ou au début. Donc en fait, ce que j'ai écrit, hein, c'est ce que j'ai écrit là, donc cette chose-là, c'est ceci. Si je réécris ici, je dis que Vx carré en t plus dt, j'oublie la dépendance en z, mais qui n'est pas indispensable ici, d'accord? Eh bien, au premier ordre en dt, j'assimile la dérivée au taux d'accroissement, d'accord, en supposant un intervalle de temps suffisamment faible par rapport au temps caractéristique d'évolution du système, ici la période d'oscillation de la plaque. Eh bien, j'écris ce comme ceci, d'accord, d'où le terme qui apparaît là. Et là, j'arrive au résultat essentiel qui est que, vous voyez, j'ai dt, dt. Donc en fait, ce terme-là, il est en dt carré. Et donc, on pourra le négliger par rapport au terme d'ordre 1 en dt. Donc, ce terme-là, en fait, on peut le négliger car c'est un terme d'ordre 2 en dt. Alors que l'autre terme, on va voir qu'il est d'ordre 1 en dt. Alors, ce terme-là, alors je rappelle ce que ce terme-là, c'est le quantité de mouvement qui est ici et qui est là, au début et à la fin. Et alors, la différence essentielle, c'est que là, pour le coup, c'est plus simple. Le volume est le même. La masse volumique étant invariante, la masse ne change pas. Le delta M, c'est toujours le même. Et c'est juste la vitesse qui change. Vous aurez la vitesse soit à la fin, soit au début. Mais contrairement à l'autre cas où vous aviez le dt qui apparaissait pour créer l'élément de volume, ici l'élément de volume il dépend uniquement des longueurs de base, d'accord, il ne fait pas apparaître dt, c'est la différence essentielle, je dirais que voilà, il n'est pas affecté ici l'élément de volume. Et donc en conséquence, encore une fois, la masse qui est dans sigma ne change pas parce que le volume est le même et la masse volumique ne varie pas dans le temps. Donc je peux factoriser par la masse delta m dans sigma, et je dis simplement que c'est la vitesse à la fin, moins la vitesse au début. Bon, comme toujours, je fais, alors j'ai mis égal, en toute rigueur, toujours pareil, on calcule à l'ordre 1, d'accord, en dt, et j'obtiens d rond vx sur d rond t, et dt. D'accord? Et pour la masse delta m sigma, hein, simplement, delta m sigma, je le réécris ici, c'est la masse volumique, multipliée par, eh bien, le volume de la partie bleue. Le volume de la partie bleue, il y a une hauteur dz, et les Lx de longueur et Ly de profondeur. Voilà. Mais vous voyez bien que la dt n'apparaît pas, donc on n'aura pas d'ordre 2 en dt. Donc ici, encore une fois, ce terme-là, il est d'ordre 1 en dt, tandis que l'autre terme est d'ordre 2 en dt. Donc je vais négliger le second terme par rapport le premier terme par rapport au second. Voilà. Et donc vous voyez, il fallait surtout pas oublier le terme ici, il fallait surtout pas oublier ce terme-là de régime non sonnaire parce que c'est le terme dominant. D'accord? Et donc finalement, si je garde que ce terme-là, à l'ordre 1 en dt, j'obtiens le résultat qui est ici, que la variation de quantité de mouvement à l'ordre 1 en dt, elle vaut ce résultat-là qui est juste le résultat écrit juste au-dessus. Voilà. Alors maintenant, on a fait la moitié du travail. Il faut maintenant s'intéresser aux forces. Alors je m'intéresse maintenant aux forces de viscosité. Les forces de viscosité, on sait que je prends mon élément, donc qui est ici, d'accord? Et on sait que les forces de viscosité, elles vont s'exprimer eh bien, sur la partie supérieure et sur la partie inférieure. Il faudra bien faire attention que delta F, donc l'un va s'exprimer en Z plus Z et l'autre en Z. Alors on va refaire, si vous voulez, ensemble le calcul pour delta F en Z plus dz. Alors comment faire ce calcul?
Alors, pour le delta F en Z plus dz. Bien sûr qu'il dépend aussi du temps, enfin pour simplifier, j'écris pas la dépendance entre. Alors, on sait qu'il y aura forcément le coefficient état. On sait que c'est selon Ux, forcément, donc c'est clair, d'accord, c'est selon Ux. Il y aura forcément le coefficient état. On sait que c'est proportionnel à la surface de contact. La surface de contact, elle est là, c'est le Lx, Ly. Donc la surface de contact Lx, Ly. Il me reste, et on sait que si là c'est le champ de vitesse, ça représente V fonction de Z et de T, d'accord, Vx de Z et de T Ux, eh bien je sais que la force de viscosité, elle est associée au fait que les couches de vitesse, les différentes couches n'ont pas la même vitesse, et elle va dépendre du frottement, en fait, donc de d rang Vx sur d rang Z, d'accord. Comment la vitesse varie selon Z, d'accord, perpendiculairement au déplacement. Donc ça, c'est la relation du cours. Alors maintenant, il reste à réfléchir. Alors, excusez-moi, là, il manque un point important, donc je vais peut-être effacer et recommencer, parce qu'il manque un point très important, c'est d rang Vx sur d rang Z, mais attention, évalué en Z plus dz. D'accord? Je vais bien réécrire ici, c'est évalué en Z plus dz. C'est très important, d'accord? C'est évalué en Z plus Z, parce qu'on est sur la couche du dessus. Maintenant, faut-il ou non mettre un signe moins? Alors on regarde tranquillement le schéma. J'ai fait un exemple, mais en fait il suffit de faire un exemple et après le résultat est le même. Dans cette situation-là, si mon système est ici, on voit que la couche supérieure, elle est plus rapide que mon système. Donc la couche supérieure, elle doit accélérer mon système. Ok? Et donc en conséquence, il faut que la force delta F, la composante sur x de la force delta F en Z plus dz soit positive. D'accord? La vitesse dans le schéma que j'ai fait est plus grande en Z plus dz qu'en Z. La couche supérieure doit accélérer mon système. Je veux que delta F de x en Z plus z soit positif. Je regarde ce que j'ai écrit. Cette chose-là, telle que je l'ai définie ici, est bien positive. D'accord? Vx augmente avec Z. Et cette chose-là, tout ce terme est donc bien positif. Je veux un terme positif. Je n'ai pas besoin, et donc je mets bien un plus. Il est inutile de mettre un moins ici. Ok? Vous pouvez prendre un champ de vitesse dans le sens opposé, ce sera la même chose. Il suffit de faire un seul raisonnement, ça marchera. Et donc c'est comme ça qu'on trouve le plus. Mais le plus, on le met à la fin. Physiquement, on raisonne en se disant, est-ce que la couche supérieure doit ou non accélérer mon système? Physiquement. Ensuite, on regarde la formule qu'on a écrite. On regarde si ça fait bien un plus comme prévu. Si ça ne fait pas un plus, on met un moins pour corriger. Voilà. On fait la même chose en bas, mais la différence en bas, il y a deux différences, c'est qu'on évalue le gradient de vitesse en Z et pas en Z plus dz. Et pour la viscosité, il faut bien mettre un moins, parce que pour le coup, eh bien, la force qui est en dessous, vu que la vitesse est moins grande en dessous dans cette représentation-là, c'est juste une idée, c'est juste une possibilité, d'accord? Mais ça marchera dans tous les cas après. Forcément, ça va freiner, et donc il faudra mettre un moins. Donc là, je mets bien le moins. Et finalement, je fais apparaître pourquoi maintenant une dérivée seconde? Car je fais apparaître la différence entre d rang Vx sur d rang Z calculé en Z plus dz ou calculé en Z. Donc je fais bien en fait le d rang sur d rang Z dz de la fonction d rang Vx sur d rang Z. Voilà. Je regarde comment d rang Vx sur d rang Z varie avec Z. Donc ça sera une dérivée seconde, d'accord, parce que j'avais déjà une dérivée première. Et voilà la force de viscosité qui s'exprime comme ceci. Donc maintenant je peux regrouper le résultat qui est en rouge ici, d'accord, le résultat qui est en rouge ici, avec le résultat qui est en bleu ici. Et je combine les deux termes, et j'arrive, bon, il suffit de simplifier un peu, mais bon, tout après se simplifie relativement bien, les Lx avec Ly, Lx avec Ly, les dt avec les dt, les dz avec les dz, et on obtient ce résultat-là. Et vous voyez en fait que, alors, plusieurs points, en fait, il y a un seul paramètre, qui est d, qui s'écrit comme état sur ρ, donc la viscosité dynamique sur la masse volumique. Cette grandeur d, elle est nécessairement homogène à L2 T-1. D'accord? Cette grandeur d, elle est forcément homogène à L2 T-1, d'après, parce que là c'est une vitesse sur un temps, et ici on a une vitesse sur une longueur au carré. Et on reconnaît, en fait, on peut l'appeler un coefficient de diffusion. C'est bien de la diffusion, mais de la diffusion de quantité de mouvement qui va se faire, et c'est ainsi que les couches de fluide vont se mettre en mouvement. D'accord? Donc c'est bien ceci. Et donc ce qu'il faut absolument noter ici, c'est une équation
de diffusion. Voilà, c'est une équation de diffusion, d'accord, qui a toutes les propriétés. Et donc maintenant, on peut essayer, donc avec un coefficient d qui est en L2 t-1. Donc finalement, si on veut savoir sur quelle profondeur, on peut presque s'arrêter là. Si on veut simplement savoir sur quelle profondeur l'effet de la plaque va agir, eh bien on peut très bien dire que typiquement d, ça sera L carré sur t. Et pour t, on n'a qu'à prendre t égale 2pi sur oméga. Donc si vous connaissez finalement, c'est déjà très très bien comme résultat. Si vous connaissez la période d'oscillation de la plaque, vous connaissez le coefficient de diffusion qui vaut eta sur ρ, vous en déduisez la longueur caractéristique sur laquelle eh bien, finalement la diffusion va se faire dans la plaque. Voilà, donc ça peut tout à fait suffire comme résultat. Maintenant, si on veut absolument trouver le vrai champ de vitesse, qui était la question posée, alors, comment trouver le vrai champ de vitesse? Eh bien, en fait, cet exercice, nous l'avons déjà fait au moins 2 fois entièrement. Nous avons une équation de diffusion et nous avons une condition limite qui est imposée par une plaque qui oscille. C'est exactement le même problème que la température dans le sol, et c'est exactement, vous remplacez V par T, c'est exactement le même problème, et c'est quasiment le même problème que le cas de l'effet de Paul en électromagnétisme. D'accord, vous aviez une équation de diffusion pour le champ électrique ou le champ magnétique et vous imposiez une excitation sinusoïdale. Donc finalement, nous avons traité 2 fois cet exercice. Donc l'équation est la même, la condition limite est identique. Au final, il suffit de changer les lettres, mais la résolution mathématique est identique. Donc si je veux résoudre le problème, mais la remarque que j'ai faite là en termes de dimension est tout à fait pertinente et peut suffire. Donc qu'est-ce que je fais pour résoudre le problème? Je me dis j'ai une excitation sinusoïdale. Eh bien, je vais partir. Alors, on sait que c'est souvent plus simple de résoudre en régime complexe, donc je passe en régime complexe, enfin en représentation complexe. Je prends la même dépendance, je dis, je vais exciter oméga, l'équation linéaire, ça va répondre à oméga. Simplement, j'introduis potentiellement un effet de retard, enfin comme une onde, entre guillemets, au sens où on aura un k bar z, le fait que les différentes couches vont peut-être vibrer, osciller, mais avec retard. Et puis, ça me permet également d'introduire un k-bar complexe pour envisager aussi une atténuation, vu que c'est visqueux, on se doute bien que le fluide, progressivement, ça ne sûrement pas pouvoir mettre en mouvement tout le fluide, donc avec cette viscosité, on pense à de la dissipation d'énergie, on donne de l'énergie à la couche de fluide en zéro, mais sûrement que ça va se dissiper au fur et à mesure de la diffusion, donc on prend un k-bar complexe. Voilà. Et puis V0 bar est a priori complexe également, il peut y avoir un déphasage fondamental. Donc je prends cette forme-là, bon, on teste une solution comme ça, c'est juste un essai, mais c'est pas un essai totalement aberrant. La dérivée temporelle, ça fait du j oméga, la dérivée spatiale, c'est moins j k bar au carré, donc ça fait moins k bar carré. On retrouve le résultat bien classique où l'équation de dispersion, c'est du k bar carré en moins j, d'accord? Bon, on sait que moins j, l'astuce, c'est de le réécrire exponentielle moins j exponentielle pi sur 2. On prend la racine de ça. Quand on prend la racine, on n'oublie pas, d'accord, on n'oublie pas le plus ou moins, a priori. Donc exponentielle moins j pi sur 4, on peut repasser en forme a plus ib ici, d'accord. Le racine de 2, on peut l'intégrer dans la racine, et on trouve ce résultat-là, où k bar est en fait 1 sur une longueur, bien sûr, k est toujours l'inverse d'une longueur, 1 moins j, voilà, avec un k bar complexe qui va intégrer donc un effet d'atténuation. Et le delta, d'accord, cette longueur-là, delta égale racine de 2d sur oméga, sera en fait la profondeur de pénétration. Donc ce delta, si on reprend, d'accord, c'est racine de 2d sur donc oméga, ça serait 2pi sur t, donc le t remonte ici, donc ça ferait du d sur t, mais il y a un facteur racine, enfin il y a un pic ici. Donc vous voyez par rapport à, et ça j'aurai le rôle en fait de grand L, que j'avais appelé avant grand L, donc vous voyez que si vous comparez ce résultat qui est écrit ici à cette chose-là, en fait c'est L carré égale dt, alors que là j'ai trouvé delta carré égale dt sur pi. Vous voyez, donc, bon, évidemment, l'analyse qui est uniquement dimensionnelle ne donne pas le pi, si vous voulez, enfin en ordre de grandeur, vous avez quand même une bonne estimation de la distance caractéristique juste en prenant votre équation aux dimensions, ce qui évite de la résolution mathématique après. Donc finalement, c'est déjà assez intéressant. En ordre de grandeur, ça vous donne la bonne réponse rapidement.
Ensuite, alors je reporte simplement, il y a bien deux solutions plus ou moins. Si vous prenez la solution en moins, vous allez avoir une solution dont l'amplitude augmente exponentiellement quand on s'enfonce dans le fluide. Donc on ne comprend pas, le fluide oscillerait de plus en plus vite, il aurait de plus en plus d'énergie cinétique plus on s'enfonce, il aurait donc une énergie, il aurait potentiellement une énergie cinétique qui deviendrait infinie. D'où viendrait cette énergie? Ce n'est pas réaliste. Donc forcément on retient la solution en plus dans le cas de notre exercice avec un z croissant, bien sûr. Et donc je retiens cette solution-là, je reporte le k bar et j'obtiens cette solution-là, Vx bar de z de t, c'est V0 exponentielle j oméga t moins z delta, et puis le terme d'atténuation qui est ici classiquement. Et j'impose simplement que la partie réelle de Vx de z et de t doit redonner, j'aurais dû rajouter quand même cos oméga t, voilà, donc petite coquille, je rajoute un cos oméga t, et en rajoutant ce cos oméga t, eh bien j'identifie que V0 bar, ça doit faire V0. Voilà, éventuellement, il pourrait y avoir un déphasage. V0 bar, ici, il vaut juste V0, en appliquant la condition limite. Donc au final, si on résume, voilà le champ de vitesse au sein du fluide. Il y a deux effets essentiels. Donc on retrouve l'amplitude V0 au départ. Cette amplitude s'atténue exponentiellement sur une épaisseur caractéristique delta, qu'on peut appeler une épaisseur de peau, ça ne pose aucun problème. Et vous avez en plus un effet de déphasage, c'est-à-dire que quand par exemple la plaque est totalement à droite, eh bien il y a les différentes couches de fluide ne sont pas elles totalement à droite, elles sont déphasées, d'accord. Certaines sont peut-être totalement à gauche, d'autres sont peut-être au centre, etc., etc. Voilà, donc vous avez à la fois l'effet déphasage, d'accord, on va facile à calculer, on a donc le déphasage qui est ici, et on a l'atténuation qui se situe ici, avec, je rappelle, delta qui vaut racine de 2d sur oméga et d qui vaut état sur ρ. Si on commente un petit peu, on retrouve les mêmes phénomènes que dans le cas de l'effet de Pau, soit thermique, soit électromagnétique, avec l'idée que si la fréquence augmente, d'accord, quand oméga ou la pulsation augmente, delta décroît, d'accord, on va avoir un fonctionnement en passe bas, d'accord, le système ne pourra pas répondre. En fait, l'idée c'est que si la plaque oscille trop vite, eh bien, la diffusion n'a pas le temps de se faire au sein du fluide, et donc le fluide reste comme au repos. Bien évidemment, l'effet de diffusion va être renforcé si état augmente, donc sans surprise, delta va augmenter si état augmente, parce que non, si vous n'avez pas de viscosité, les couches de fluide s'ignorent et donc elles ne bougeraient pas, d'accord. Donc il faut bien qu'il y ait de la viscosité pour que les couches de fluide puissent interagir les unes avec les autres, d'accord. Et en fait, on voit que delta va décroître si ρ augmente. Bon, ça c'est l'effet de l'inertie. Évidemment, si à viscosité fixée, si vous avez un fluide qui est très inerte, vous allez avoir du mal à le mettre en mouvement, bien évidemment. Donc voilà pour cet exercice qui n'était pas évident, d'accord. La principale, donc la deuxième partie devait être quand même assez accessible parce que normalement là il faut vraiment penser quand vous avez un phénomène de diffusion et une plaque, avec une excitation sinusoïdale, bon, la méthode de raison est toujours un peu la même. Donc, ce qui était vraiment délicat, c'est obtenir cette équation-là. Le bilan de quantité de mouvement est tout sauf évident. Voilà. Mais bon, même si vous avez du mal à le faire, essayez quand même d'être assez, voilà. Bon, appliquez-vous quand même. Essayez de bien définir votre système, de bien exprimer chacun des termes. Bon, pour peut-être obtenir quelque chose, mais il faut vraiment essayer de bien respecter la méthode vue en cours, même si ici elle est plus délicate, bien évidemment. Voilà. Je vous remercie.